Toujours sur le plateau des experts avec nous ce matin, Gilles Berset, Denis Père et Jean-Victor Semeraro. On va quitter un peu le Moyen-Orient, évidemment, qui absorbe énormément d'actualité géopolitique, mais aussi économique. Et on va poser nos valises en France, où il y a l'Observatoire du long terme a publié une étude sur la productivité française, étude intitulée Le Grand Décrochage, donc tout est dit, quasiment dans le titre. Est-ce que c'est la productivité et le grand problème, il y en a d'autres, mais un des grands problèmes de la France aujourd'hui? Denis, je vous vois dire évidemment, mais vous n'êêtes pas surpris par ce constat finalement? Non, pas du tout. Enfin, moi-même, je dénonce cette situation. Alors, pas sous le thème de la productivité, mais tout est lié. Enfin, la faiblesse de la R&D, la faiblesse du travail, le travail des jeunes, le travail des plus âgés. Je crois que c'est le ministre Éric Lombard, quand il était ministre, qui disait que si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on n'aurait plus de problème de dépenses publiques. Enfin, on voit bien que ça pèse alors, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais on voit bien que ça pèse extrêmement lourd. C'est le résultat de 40 à 50 ans de laxisme dans la gestion des finances publiques du pays. Laxisme, pas que d'ailleurs dans ce domaine-là, mais en particulier dans ce domaine-là, qui a détruit l'industrie. Parce que si la R&D, par exemple, est aussi faible chez nous, c'est parce que l'activité industrielle est extrêmement faible aussi. Enfin, la France a une industrie qui pèse que 11% de son PIB, 10, même ça baisse. Ouais, on a du mal à attendre les 10. En dessous de 10, voilà, ça baisse chaque année d'ailleurs, ou presque. Quand l'Allemagne est encore à 20, la Suisse n'en parlons pas, et même des voisins immédiats comme l'Italie ou l'Espagne sont bien meilleurs que nous. L'Italie est à 15% de PIB, l'Italie a encore une balance commerciale excédentaire, même très excédentaire dans ce domaine-là, et même l'Espagne qui n'a pas de tradition industrielle. L'Espagne est passée à côté de la plupart des révolutions industrielles, ou quasiment, il n'y a que Barcelone qui avait une petite activité industrielle, un peu le Pays Basque aussi, mais est passée largement à côté pour un certain nombre de raisons historiques. Eh bien, l'Espagne aujourd'hui pèse beaucoup plus que nous, est à 14 points de PIB d'activité industrielle. On a sabordé notre industrie, et donc on s'étonne maintenant de plus avoir beaucoup de R&D, de plus avoir beaucoup d'emplois industriels, de plus avoir beaucoup d'emplois industriels, et donc de fait un taux de chômage élevé, et donc une force de travail qui est peu occupée, des régions dévastées, etc. On le doit à 40 à 50 ans de folie, de folie fiscale, de la retraite à 60 ans, les 35 heures, le laxisme dans la dépense publique, et on voit bien que c'est très compliqué de revenir dessus. Enfin, le sujet des retraites, je ne suis pas du tout un spécialiste, Gilbert l'est beaucoup plus que moi, mais on voit bien, enfin, revenir à 62 ans, ça a été extrêmement pénible, essayer de revenir à 64, on n'y est pas arrivé, voilà, et donc tout ça pèse extrêmement lourd. Tous ces coûts, tout ce laxisme, on le retrouve évidemment dans le coût du travail, et qui fait que nos entreprises industrielles sont plus compétitifs. Le patron de Michelin, les quelques grands succès industriels français, d'abord sont très présents heureusement à l'international pour eux. Les multinationales. Ce sont les multinationales, et le patron de Michelin disait il n'y a pas longtemps que voilà, il a dû s'adresser à ses actionnaires qui sont à 70% des actionnaires étrangers pour leur dire je n'arrive plus à justifier d'investir en France et de maintenir un outil industriel en France. Enfin, on en est là, quoi. Donc oui, c'est pas surprenant. Enfin, c'est le résultat de 40 à 50 ans d'idéologie, de facilité, de démagogie, de laxisme, tout ce qu'on voudra, de déconnexion complète d'une grande partie de la classe politique par rapport à l'activité économique, tout simplement, qui a conduit à ça. Et donc bien entendu, qui continue. Ouais. Et qui continue, parce que quand vous voyez Stéphane Séjourné mercredi présenter le plan, on va le qualifier de Made in Europe, pour faire simple, pour tenter de sauver, de relancer l'industrie européenne, vous dites il y a le début d'une compréhension ou on est encore dans les chimères? Il y a deux sujets. Nous, on subit la double peine. C'est-à-dire que nous, on subit une très mauvaise gestion de notre pays et de nos finances publiques. Okay. Pour faire la même chose que nos voisins, on doit prélever 5 points de PIB de plus, et donc on a une compétitivité qui est fortement dégradée, et qui pèse très lourd effectivement sur l'emploi industriel. Et puis on subit aussi ce que j'ai appelé dans mon livre le contrat mondial, que j'ai publié en 2021, le libre-échange déséquilibré et sans éthique, l'ouverture des frontières à des pays qui n'avaient pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales que nous. Nous, l'Occident, on est au capitalisme 3.0 avec des normes sociales et environnementales de très haut niveau, quand nos concurrents, en particulier les Chinois, sont au capitalisme 1.0, c'est-à-dire l'Europe de Dickens et de Zola, c'est-à-dire avec des normes sociales au rabais et avec très peu de normes environnementales. Et donc, vous mettez en compétition des environnements qui n'ont pas les mêmes règles, il y a une concurrence fortement déloyale.
l'actionnariat, et donc vous avez un déséquilibre, et donc vous perdez de fait aussi des parts de marché et des emplois industriels. Et donc, et puis en plus, la Chine a ajouté à ça à ce que j'appelais le triple dumping. Vous avez le dumping social, le dumping environnemental et le dumping classique. Ajouté à ça des aides publiques massives dans tous les domaines, subventionner massivement tout un tas d'industries considérées comme stratégiques pendant des années. Le fait d'ailleurs continue de le faire, le fait actuellement dans le médicament. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais maintenant ils ont un objectif de s'emparer de l'industrie du médicament, et donc ils subventionnent massivement le médicament. Pendant longtemps, ça a été des industries plus traditionnelles, automobiles, et puis toutes les industries liées à la transition énergétique, etc., dont ils se sont emparés, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les batteries, on l'a bien vu, etc. Et donc la réaction de l'Europe, elle est intéressante quand même. Enfin, c'est le début d'une prise de conscience et qui est en train d'essayer de faire ce que nous ont fait les Chinois, en fait, pendant des années, c'est-à-dire obliger. Alors, ça reste plus avec timide. Beaucoup de trous dans la passoire. Ça reste plus timide, avec pas le trou dans la passoire, mais c'est un peu l'idée de dire, il doit y avoir des JV. Un pays qui a plus de 40% de part de marché sur un segment donné, s'il veut investir chez nous, il est minoritaire, il doit embaucher localement, etc. Essayer d'obliger à rapatrier effectivement un certain nombre de savoir-faire dans des industries critiques, en particulier bien sûr toutes celles liées à la transition énergétique, mais pas que. Et donc c'est un début de réaction qui est pertinent. C'est probablement pas encore au niveau, mais c'est bien, ça va dans le bon sens par rapport en tout cas à ce deuxième problème. Mais par rapport au premier problème, qui est la gestion de la France, là ils n'y peuvent rien. Denis est parti, là, à part protester et rouspéter et dire que voilà, on est en déficit excessif et qu'ils ne peuvent pas faire grand chose de plus, ou à part un jour débarquer avec la Troïka, ce qui effectivement est probablement malheureusement peut-être ce qui risque de nous arriver, qui est le plus probable, donc la BCE, le FMI et l'Union européenne, qui exigera un certain nombre de réformes drastiques, immédiates, brutales, avec augmentation de l'âge de départ, le scénario grec, en gros, départ à la retraite à, 68 ans, baisse des pensions de 10%, baisse des salaires des fonctionnaires de 15 ou 20%, etc. Ce qui fait d'ailleurs, moi me fait dire qu'on a quand même sacrément intérêt aujourd'hui entre Français, raisonnable, et à se mettre d'accord, à s'asseoir autour d'une table et à se mettre d'accord, quitte à faire des concessions et dire une partie initier une véritable réforme de l'État, et une partie des économies, par exemple, peut être reversée aux classes populaires les plus modestes, qui sont aujourd'hui les plus impactées, parce que tous les Français voient leur pouvoir d'achat assommé par cette situation, les plus modestes en premier. Et donc ce serait assez logique qu'on aide en priorité les plus modestes, avec une partie des économies qui pourraient être générées, qu'on diminue le nombre de fonctionnaires sans se lancer dans une coupe drastique, comme elle pourrait avoir lieu si la Troïka débarquait, mais en s'appuyant simplement sur les départs à la retraite. Ça suffirait. Il y a quand même 145 000 fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année, qu'on renouvelle systématiquement. Donc on pourrait ne pas en renouveler une bonne partie. Avec une partie des économies, on pourrait augmenter le salaire des fonctionnaires, qui sont bicardisés pour beaucoup d'entre eux. Les fonctionnaires aujourd'hui, c'est les premières victimes de cette situation au passage. Leurs salaires sont ridicules, la bureaucratie les assomme au quotidien. Je veux dire, vous allez dans un hôpital, vous demandez, j'ai rencontré l'ancien ministre de la fonction publique il y a quelques jours, Guillaume Casbarian, qui me disait, quand j'allais dans les hôpitaux, je demandais comment je pouvais aider les personnels, et on me répondait, les infirmières me répondaient toujours systématiquement, diminuer la bureaucratie. Diminuer la bureaucratie. Le poids de la bureaucratie est le problème numéro 1 des fonctionnaires aujourd'hui. Je vous entendre dans Gilbert et Jean-Victor sur cette question. Non, Denis, et c'est merci de le faire, parce que c'est important aussi votre réaction. Sur cette question de la productivité, Gilbert, c'est un mal français. Alors, parce que ça regroupe beaucoup de choses. Déjà, ce rapport de l'Observatoire du long terme est une très très bonne synthèse de tout un tas de travaux. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur l'année écoulée avec Vincent. Je suis très content qu'il utilise les séries que j'ai pu construire avec quelques co-auteurs et qui sont en accès libre, non payant, sur une base auquel tout le monde a accès, qui s'appelle Long Term Productivity Database. Qui était un des auteurs de l'étude. Et qui permet à chacun de se faire une idée des évolutions de la productivité sur 2 siècles. Sur 2 siècles, dans une bonne vingtaine de pays avancés. Alors, comme ça a été très bien dit par Denis, il y a un double problème. Il y a un problème européen qui a bien été caractérisé par le rapport Draghi et le rapport Letta, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs sur ce plateau. Et qu'on recite et qu'on va réinterroger régulièrement. Un vrai problème européen, signal d'alerte qui a été émis par Draghi pour nous dire, attendez, on est en train de décrocher en Europe.
par rapport aux États-Unis en termes de prétention, de niveau de vie relatif, de développement, etc. Et ça pourrait limiter toutes nos ambitions. Pourquoi ? Parce que si on a un niveau de productivité très inférieur à celui des États-Unis, ça veut dire 30% à peu près aujourd'hui décrochage. Hein. Ouais. Ça veut dire mais on partait d'un petit peu plus haut. Donc, mais néanmoins un fort décrochage. Si ça se prolonge, ça veut dire qu'avec un même taux d'emploi, on aura un produit intérieur brut par habitant beaucoup plus bas. Et ça signifie qu'on sera un pays, je dirais, beaucoup moins avancé, un pays relativement sous-développé par rapport aux États-Unis en termes de niveau de vie moyen. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite ? Non, bien sûr. Il n'y a aucune raison que toutes les grandes entreprises de la tech ne soient pas européennes, mais soient essentiellement américaines et chinoise, et que l'Europe soit complètement absente. C'est un exemple, qui est loin d'être anecdotique, c'est un exemple de la chose. Et puis, par rapport à ça, il y a un décrochage français qui ajoute beaucoup de choses. D'abord, une situation des finances publiques et des choix de finances publiques qui sont, je dirais, déficients depuis des décennies, que ce soit... Vous avez hésité sur le mot. Oui, que ce soit par des gouvernements de gauche ou de droite, d'ailleurs c'est transpartisan, cette lacune, c'est pas du tout partisan. Et puis, une situation de taux d'emploi dans laquelle on s'installe, qui est très basse. Très basse. Pour donner un chiffre, le taux d'emploi de la population de 15 à 64 ans, qui est au cœur évidemment de la population qui peut travailler, est de 69% en France, quand elle est de 77% en Allemagne, 82% aux Pays-Bas. C'est une différence fondamentale. Et quand j'avais publié il y a 2 ans des petits calculs de règle de 3, disant si on avait le taux d'emploi des Pays-Bas, on aurait un PIB très largement supérieur et des rentrées fiscales sans changer du tout les taux de prélèvement, mais des rentrées fiscales spontanées qui nous permettraient d'avoir une situation de finances publiques, je veux dire, heureuse, équivalente à celle de ces pays, Pays-Bas, Allemagne et autres, ça surprenait, mais c'est le cas. Nous sommes, dans le club des pays riches, nous sommes un pays pauvre. Pour vous donner encore un chiffre, le produit intérieur brut par habitant des Pays-Bas est supérieur à celui de la France de 30%. 30%. Celui de l'Allemagne de près de 20%. Et d'où vient la différence ? Essentiellement d'un écart de taux d'emploi. Et ce taux d'emploi, c'est les jeunes, on va en parler, l'apprentissage, les personnes peu qualifiées, il y a des réformes en cours, RSA et autres, avec les difficultés qu'on connaît, difficultés politiques qu'on connaît, et puis les seniors, surtout, avec d'autres difficultés qu'on connaît pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Mais néanmoins, c'est une réussite quand on voyait l'évolution du taux d'emploi des seniors sur les 15 dernières années, l'empilement des réformes qu'on a faites, réforme Woerth en 2010 et la réforme Borne en 2023, ont eu un effet visible sur le taux d'emploi des seniors, dont il faut se féliciter, mais on est au tout début de la route. On est au tout début de la route. Du coup, ça veut dire que suspendre la réforme des retraites de cet automne était aussi une erreur majeure dans la conduite des politiques. Si on considère que le taux d'emploi des seniors doit augmenter, il est clair que cette suspension nous coûtera de l'argent et retarde l'ajustement qui est indispensable à faire en France. Néanmoins, ayant dit cela, je veux dire, en tant qu'économiste, j'engage que l'économiste que je suis et professeur à Neoma que je suis, en disant cela, il y a une difficulté maintenant en France, il ne faut pas être autiste, parler d'âge et d'augmentation de l'âge obligatoire de départ à la retraite est un débat maintenant qui est très très difficile en France. Est-ce qu'on ne peut pas viser des augmentations du taux d'emploi des seniors par d'autres leviers, par exemple par des incitations? Pensez à quoi? Par des incitations. Je préconise, moi personnellement, d'introduire dans le calcul des cotes une réelle neutralité actuarielle. Neutralité actuarielle calculée sur les effets que peuvent avoir des départs anticipés sur l'ensemble des finances publiques. Sur l'ensemble des finances publiques. Les quelques calculs que j'ai pu faire pour l'instant sur cette question, à titre personnel, avec des personnes comme Didier Blanchet et autres, montrent que cette neutralité actuarielle serait de l'ordre de 10%. Par année de départ anticipé. Vous voyez, 10%. Donc si on fait si on met sur la table des réelles incitations légitimées
par une recherche de neutralité actuarielle élargie sur l'ensemble des finances publiques, eh bien, je pense que les gens seraient sans doute amenés à prolonger leur activité spontanément, en gardant la liberté de partir éventuellement de façon précoce, mais ça leur coûterait très cher, de façon, encore une fois, légitime, parce que des gens qui partent plus tôt, non seulement ça a un coût pour le financement des retraites, mais plus globalement, ça a un coût pour les finances publiques, parce que ça fait moins d'activité, moins de produits intérieurs bruts, et le moins de produits intérieurs bruts fait moins de recettes de TVA, moins de recettes d'IS, qui financent l'école, qui finance la santé, qui finance la défense, bien au-delà donc le cercle vicieux du simple périmètre des retraites. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table quand on veut parler d'incitation à allonger la période d'activité. Ce rapport de l'Observatoire de long terme, donc évidemment pointe du doigt, on va dire, le niveau d'emploi des jeunes, des seniors, comme vous venez de dire, Gilbert. Denis, il y a d'autres paramètres sur lesquels il y a l'innovation, évidemment, qui est lourdement pointée du doigt dans le rapport. Et là aussi, il y a un décrochage de la France. Puis il y a aussi un problème de management. Non, mais je voudrais vous entendre, Denis. Là, c'est le patron qui parle, c'est-à-dire, en gros, un management à la française qui ne serait pas adapté au monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est quelque chose que franchement, vous étonne ou pas? Ouais, moi, c'est mon seul point de désaccord. Quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Enfin, je veux dire, les chefs d'entreprise françaises sont des lions, quoi, aujourd'hui. Quand vous... Et il y a eu un livre qui a été publié il y a quelques années, je n'irai pas jusqu'à dire ça, des lions dirigés par des ZAD. Mais non, pour réussir en France encore aujourd'hui, dans le contexte, avec le carcan administratif, les impôts qu'on paye, pour être un manager qui performe en France dans ce contexte-là, il faut être très très fort. Donc je ne suis pas sûr que tirer à vue sur le management qui ne serait pas adapté, qui serait je ne sais pas quoi traditionnel. Assez responsabilisant. Pas assez responsabilisant. Alors bien sûr, les Français historiquement ont des méthodes de management souvent très hiérarchisées, très top-down, très centralisées. Ça c'est vrai quand même pour l'administration, le management public. Oui, le management public est à repenser complètement, avec très peu de responsabilisation des acteurs. Et quand c'est fait, ça marche, comme à l'hôpital public de Valenciennes par exemple, qui est un modèle qui n'a pas été répliqué, jamais répliqué, mais qui repose sur un principe de décentralisation, de responsabilisation qui fonctionne extrêmement bien. Le management public est à repenser intégralement. Le management des entreprises privées, attention, quoi. Je pense que... non, je ne crois pas. Là, je pense que c'est la seule erreur. Jean-Victor, honnêtement, je ne sais pas sur le management. Après, ce qui est un peu amusant ou tragique dans la situation, c'est que tout le monde se dit, oui, on a une faiblesse de l'investissement, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait au Parlement? On remet une surtaxe sur les grandes entreprises 2 années de suite. Et cette année, on l'a remis avec un rendement le plus haut possible. Il fallait qu'elle soit très haut. Donc, et c'est en concentrant en plus sur 300 grandes entreprises qui sont des entreprises quand même qui irriguent tout le tissu des PME, etc. Donc, on pénalise, avec une vision, comme ça a été dit, très court-termiste de la gestion des finances publiques, on pénalise notre économie. Moi, je trouve que la situation en tant que telle conduit peut-être à on parle souvent du grand reset, notamment de tout remettre à plat, les aides, etc. Je pense que c'est un peu le moment, et c'est avec la campagne de 2027 qui arrive, c'est un peu le moment justement de tout retravailler. Par exemple, on parle du crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, visiblement, ça coûte 7 milliards d'euros par an. Ça fait pas vraiment, ça n'a pas des effets significatifs sur la productivité, sur l'investissement, etc. La littérature économique le dit. Bon, peut-être qu'il faut trouver une autre solution. Remettre les aides, supprimer les aides et baisser la fiscalité, comme ce qui peut être dit sur le grand effacement parallèle, c'est notamment porté par certains lobbies, etc. Dans l'idée de notamment baisser le coût du travail, c'est aussi une des méthodes qui peut permettre de relancer la productivité. On sait qu'on a un coût du travail qui est élevé. Voilà, je pense que c'est un peu le moment de tout remettre à plat. On va voir ça après. Gilbert, vous voulez réagir? Sur le management, j'aurais un point de désaccord assez fort avec Denis, qui est chef Gilbert regarde Denis regarde Gilbert. Qui est chef d'entreprise. Bon, je n'ai pas cette fonction, je ne suis pas chef d'entreprise, mais je dirais que sur cette question-là, on dispose d'éléments comparatifs avec beaucoup d'autres pays. On dispose par exemple des travaux de John Van Reenen, de Nick Bloom, là-dessus, qui font les mêmes enquêtes dans tous les pays du monde. C'est un exemple, parce qu'on a d'autres sources d'informations. Et on voit que les méthodes de management françaises sont effectivement
assez, je dirais, assez inertes, ne se sont pas adaptés aux transformations technologiques qui permettent la responsabilité plus forte des micro-équipes locales. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort, et ça va d'ailleurs avec un niveau de trust, un niveau de confiance assez bas en France quand on se compare à d'autres pays. L'un va avec l'autre. Beaucoup de conséquences. Il y a une littérature académique mais phénoménale là-dessus. Mais je pense qu'en tout cas qu'on peut pas ignorer le résultat de ces enquêtes qui montrent ça. Alors maintenant, quand on voit ça, on est amené à se dire pourquoi. Le manager français, il n'y a pas de raison génétique pour lesquelles le manager français serait amené à ça. Alors, si vous m'autorisez un petit coup de pub, quelque chose qu'on analyse sur le fond avec 2 co-auteurs. On vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Sauver la démocratie sociale » aux éditions Calman-Levy à 19,80 €. Écoute, Gilbert, bravo. À 19,80 €. Et dans ce livre, on montre que ce comportement ou cette façon de faire des managers du patronat va de pair avec une situation de la démocratie sociale et du dialogue social très dégradée en France, qui aboutit à une confiance elle-même ça se recroqueville, quoi. Très, très dégradée. C'est-à-dire la possibilité, hélas, je déplore, mais la mobilisation des acteurs, des partenaires sociaux pour construire des compromis gagnants localement dans les branches et dans les entreprises, eh bien ça c'est beaucoup moins dynamique dans un pays comme la France que dans d'autres pays. Alors pourquoi? Il y a un tas de raisons, du côté patronal et du côté syndical. Du côté syndical, l'émiettement syndical et la faible syndicalisation aboutissent à un positionnement qui est souvent très, très contestataire, très dans l'opposition et pas dans la construction. Vous voyez, on pourrait en donner un tas d'illustrations anecdotiques. Je vais vous en donner un tout petit exemple, mais c'est anecdotique, c'est pas quelque chose sur le fond. Mais quand un Premier ministre, François Bayrou, propose au mois d'août dernier de donner aux salariés la possibilité de monnayer leur 5e semaine de congé payé, il y a des salariés qui sont contraints financièrement, qui peuvent vouloir ça. Il y a des entreprises qui, à des moments ou d'autres, peuvent avoir des besoins de main-d'œuvre, et surtout de la main-d'œuvre, d'ailleurs, qu'ils connaissent bien, qui sont déjà dans l'entreprise. Moi, je m'attendais, et mes co-auteurs aussi, benoîtement, à ce que les syndicats disent, à condition que ce soit encadré par un accord collectif d'entreprise ou de branche, pour pas laisser le salarié en tête-à-tête dans cette négociation avec son chef d'entreprise, qui va lui dire Jean-Luc, Stéphane, bien sûr, ta 5e semaine de congé payé, c'est dans telles conditions que tu vas la monnaie. Non, qu'il y a un accord de branche d'entreprise qui encadre. Non, la réaction a été un refus. Un refus. Et je pourrais donner comme ça un nombre d'exemples inimaginables de déficience de la démocratie sociale qui aboutissent à ces pratiques managériales qui, encore une fois, factuellement, on ne peut pas nier ce travail de Von Riemen et de Bloom sur cette question-là. On a des éléments statistiques, nous montrent qu'on est très en retard. Très très en retard, on a des vieilles pratiques managériales comparées aux pays nordiques, scandinaves, à l'Allemagne et aux Pays-Bas. On y reviendra un jour dans les experts parce que c'est un vrai dossier. Comme il nous reste à peine 3 minutes, je voudrais quand même qu'on balaye rapidement cette question de l'apprentissage, du rapport qui a été présenté cette semaine, donc une facture cette année qui devrait être de 21 milliards. Est-ce que, je regarde Denis là, parce que Denis, vous avez cette double lecture à la fois, j'ai un pied dans l'entreprise et puis un observateur très, très aiguisé sur l'économie. Est-ce il y a un début de réforme qui a été lancé par le gouvernement actuel. Est-ce que c'est l'apprentissage et son coût, 21 milliards, ça illustre un petit peu tous ces dérapages dont vous parliez tout à l'heure? Oui, c'est un bon exemple. Moi, j'ai milité il y a quelques années avec nos citoyens, j'avais milité pour la relance de l'apprentissage. J'étais enchanté de voir que Emmanuel Macron lançait effectivement ce programme. Mais moi, je pensais à l'apprentissage, le véritable apprentissage, c'est-à-dire les ouvriers, les artisans surtout, qui avaient beaucoup de mal à attirer des jeunes apprentis. Et j'ai été frappé il y a quelques années de croiser dans une entreprise de conseil environnemental un ingénieur des mines qui était en apprentissage.
il y a un problème de ciblage, Et évident. de pilotage. Et de pilotage, évident. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'efficacité derrière. C'est-à-dire que l'idée, à la base, est bonne, l'objectif est bon, mais l'exécution est catastrophique. Donc, de fait, il y a des dérapages, des surcoûts, des coûts exorbitants, parce que ça n'a pas été ciblé convenablement. Oui, bien sûr. Jean-Victor, Gilbert, sur cet apprentissage en 2 minutes, je suis désolé. C'est vrai que l'étude dont on parle a montré qu'il y avait à peu près 220 000 contrats qui étaient un peu des contrats d'aubaine par rapport aux millions de contrats qui sont signés. Et en même temps, c'est un peu une des grandes réussites d'Emmanuel Macron, le fait d'avoir remonté le taux d'emploi par l'apprentissage. Mais du coup, c'est aussi un peu factice, entre guillemets, hein, le fait de l'avoir fait comme ça. Bien sûr, en termes de finances publiques, ça a un coût considérable. Depuis de 20 milliards aujourd'hui. Oui, bien sûr, et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Denis, c'est-à-dire qu'il y a un problème de ciblage. Pilotage. Bien sûr. Ouais. Gilbert, sur l'apprentissage. Je suis complètement d'accord. Ça a été dit d'ailleurs et répété par pas mal d'économistes. Je pense à Pierre Cahuc qui l'a souvent écrit. Subventionner de la même façon l'apprentissage de quelqu'un qui est à HEC ou l'ingénieur de mine qui était évoqué précédemment. On en a tous croisé, honnêtement. Voilà, ça peut évidemment surprendre. Après, quand on réduit la voilure, faut faire un tout petit peu attention aussi, parce que ça peut amener des gens à faire des choix d'études moins ambitieuses, en se disant ce choix d'études moins ambitieux sera rendu plus facile. Bon, donc il faut être très prudent quand on change en quelque sorte ce genre de choses. Il faut donner une lisibilité complète, totale à la chose. Mais sur les jeunes, faut pas en rester à l'apprentissage. Il y a un coût énorme, faut redimensionner, faut changer la voilure, etc. Il y a en France un nombre de nets absolument incroyable. Chaque année, des gens qui sont mis en emploi, près de mis en formation. 150 000. C'est quand même des chiffres qui font mal. Et puis, par ailleurs, quand on se compare à d'autres pays dans lesquels les choses semblent bien marcher, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., on voit que les jeunes, en même temps qu'ils font des études, travaillent quelques heures par semaine. Et ça leur met un pied déjà dans l'activité économique qui les aide dans l'investissement qu'ils font dans leurs études. Merci Gilbert, merci Denis, merci Jean-Victor.